Vous découvrez ces images en direct pour CNews et je vais les commenter pour les auditeurs d'Europe 1. Il est 9h31 et les pompiers qui sont présents en Gironde se rassemblent actuellement pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers décédés depuis le début de cette saison des feux de forêt. 4 sapeurs-pompiers sont morts en activité pour lutter contre les flammes, pour sauver des vies. Baptiste Gerfaux-Valentin, Wilfried Schmitter, Anthony Berthaume et le caporal Laurent Manson. On voit cette image notamment depuis la commune du Porge, commune qui a été meurtrie gravement par ces incendies. C'est celle qui a subi le plus de dégâts, notamment dans les dizaines et dizaines de maisons qui ont été ravagées par les flammes. Et puis ces pompiers à Lège-Cap-Ferret qui respectent une minute de silence également. Donc c'est l'union sacrée ce matin, pardonnez-moi, donc dans toutes les casernes de la Gironde, mais c'est un hommage qui est un hommage aussi, j'imagine, dans toutes les casernes de France. On est toujours avec Alexandre Devecchio, Rachel Kahn, Christian Pinaudot, consultant en politique forestière, Jean-Michel Piédalu, pompier retraité, conseiller technique des syndicats SNSPP. Quand vous voyez ces images, Jean-Michel Piédalu, qu'est-ce que ça entraîne dans le cœur du sapeur-pompier que vous êtes et dans les cœurs de tous les sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain? Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne de l'amertume, je vous l'ai dit, c'est un constat d'échec. C'est pas normal de voir encore aujourd'hui des pompiers qui décèdent avec tous les moyens de prévention qu'on met en œuvre, avec tout ce qui a été fait dans les camions pour l'autoprotection notamment, qui n'existait pas il y a 30 ans. L'autoprotection, c'est finalement l'eau qui arrive dans les cabines pour préserver effectivement les êtres humains. Il n'en demeure pas moins qu'on a toujours des morts. Alors c'est toujours un mort de trop. Maintenant, on sait très bien quand on attaque un feu, c'est pas sans risque. Donc malheureusement, c'est comme ça. On en est tous là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas des héros. On fait notre métier, on a envie de le faire, on a envie de secourir les gens, on a envie de secourir les biens aussi. Il faut parce qu'il y a les gens, mais il y a les biens aussi. Et forcément que c'est pas sans risque. Donc on l'assume si vous voulez. Mais ce qu'on n'assume pas, c'est tout ce qu'il y a derrière finalement. C'est tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. On est en direct avec Claude. Claude est un bénévole parce que vous avez dit ce qui est inédit. C'est pas forcément que les agriculteurs nous soutiennent. Et restons sur les images, s'il vous plaît, en direct. Ce n'est pas seulement les agriculteurs qui, depuis des années, viennent en aide, mais c'est ces riverains, ces chefs d'entreprise, ces bénévoles qui viennent, cette population civile héroïque. Et Claude est en direct avec nous. Bonjour Claude, merci d'être en direct sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que vous m'entendez bien, Claude? Oui, je vous entends très bien. Si je vous demandais à ce que vous soyez avec nous, cher Claude, c'est que votre témoignage hier nous a bouleversés. Vous étiez sur le terrain, vous avez répondu aux questions de nos reporters de CNews et puis vous vous êtes effondré. Et puis il y avait quelque chose de profondément émouvant et en même temps inspirant, c'est que par pudeur, vous avez remis vos lunettes au moment où effectivement vous craquez quand vous racontez cet élan de solidarité. Comment allez-vous, cher Claude? Écoutez, ça va. C'est très compliqué, c'est très dur, c'est affreux. Euh, la seule chose réconfortante, c'est de voir tous ces jeunes qui ont 20 ans, 18 ans autour de nous et qui nous aident. Et ça, je me dis, voilà, on dit toujours, oui, c'est une génération perdue, c'est une génération téléphone. Eh bien non, pas du tout. Du matin au soir, ils se battent, et même plus tard que nous, même, parce que bon, j'ai 60 ans, je commence quand même un peu à vieillir. Et eux, ils se battent jusqu'au bout des ongles, sans rien dire, à 20 ans, 18 ans. Pour moi, voilà, c'est le seul réconfort que je peux avoir. Je me dis, au moins, ça, c'est déjà du bonheur. Rien que ça. Et Claude, après, je parle de tous les autres, hein, bien évidemment. sûr, et c'est ce qui là aussi est bouleversant. Claude, vous êtes chef d'entreprise. C'était la première fois que vous vous mobilisiez comme ça pour lutter contre les flammes, apporter une aide aux pompiers. Racontez-nous la semaine que vous venez de vivre. Euh, On va dire que les premiers jours, c'était un petit peu pas très bien organisé, on va dire. C'est vrai que les gens allaient un petit peu n'importe où et même certains jeunes prenaient certainement des risques. Mais il n'y avait aucune organisation, on était dans l'affolement. Et depuis 2 ou 3 jours, on est plus dans l'organisation. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Alors, c'est vrai qu'au-delà du fait d'arroser le bord des routes, depuis hier, on rentre plus dans la forêt
avec nos 4x4 qui sont plus performants, on va dire, que ceux des pompiers. Puisque hier, moi, j'ai passé l'après-midi avec un pompier dans mon 4x4 gradé, où à la fin, on n'avait même plus d'eau parce que j'ai un 4x4, voilà, un défendeur, mais même si mon défendeur a 15 ans, il est entretenu, il est nickel et il passe partout. Le problème des pompiers, c'est qu'ils ne peuvent même pas le faire parce que les seuls 4x4 qu'ils ont, entre guillemets, qu'on dit 4x4, c'est des Dacia Duster. J'ai rien contre ce véhicule, mais forcément que ces véhicules ne vont pas monter une dune. C'est évident. Ils ont une garde au sol trop basse, ils ne passent pas. Donc, hier après-midi, des pompiers sont montés dans nos 4x4 de la Haute-Vienne et on est parti éteindre un peu plus loin dans la forêt. Et moi, je faisais la liaison entre eux et leur chef, moi et eux, leurs responsables. Et ça s'est très bien passé. À la fin, j'ai toujours de l'eau dans le 4x4, on n'en avait plus. Et le responsable des pompiers, on s'est arrêté. Un arbousier prenait feu et on l'a éteint à coup de pelle. Donc, c'est là où on voit que les moyens, ils n'y sont pas. C'est évident. Ça ressort tout le temps. Même eux, ils disent, bon, ils ne peuvent pas en parler parce que c'est des pompiers, ils sont payés par l'État, ils ne vont pas dire. Ils le savent, puisque les CRS leur ont tapé sur la gueule il y a 6 mois parce qu'ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc forcément qu'ils le savent qu'ils n'ont pas de moyens. L'État le sait. Maintenant, ils n'ont pas les moyens de leur donner les moyens, j'en sais rien. Mais c'est tellement improbable. C'est tellement improbable. Claude, qu'est-ce que vous allez faire les prochaines heures? Et ce sera ma dernière question. Je vous sais pressé, c'est pour ça que je ne veux pas rester trop longtemps avec vous, parce que j'imagine que vous retournez au front, là. Oui, on continue parce que hier, par exemple, hier après-midi, personnellement, avec un de mes gars, on a peut-être arrêté, je sais pas, une 50aine de reprises. C'est des flammes. C'est des flammes. C'est pas de la fumée, là, c'est des flammes. Ça repart. Et c'est entre la D106 et le Ferré, quand même. Donc, c'est important. Alors, il faut continuer, il faut le faire. Ça sera encore pendant des jours. On le sait, c'est un grain de sable. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand le feu est parti à Somos, si l'agriculteur en question s'était retourné à temps, avec son pied ou une bouteille d'eau, il n'y aurait pas eu tout ça. Hein. Donc, c'est juste une petite flamme qu'il faut arrêter, mais cette petite flamme, elle grossit, elle devient géante, et après, c'est une catastrophe. Ce qui est un peu gênant dans tout ça, c'est que on se sent... Alors, les pompiers nous disent... Moi, hier après-midi, j'étais avec des pompiers, je leur dis merci, merci, merci d'avoir sauvé des vies, d'avoir sauvé nos forêts, même si tout est brûlé, tout est cramé. Je dis merci, et eux, ils se disent, mais non, c'est à vous qu'il faut dire merci. Et ça m'a touché, quoi. Il me dit, mais on ne peut pas imaginer ce que vous faites, c'est juste incroyable. Et ça, c'est du bonheur. Rien que d'entendre ça, ça réconforte. C'est parce que, excusez-moi, mais moi, depuis 5 jours que je suis là, ou 4 jours, du matin au soir, j'ai pas encore vu un élu venir me dire bonjour. Hein. Même pas. Je vais même aller plus loin. Je vais pas dire certaines choses, mais on n'est pas la bienvenue à la salle des fêtes parce qu'on est des rebelles, quoi. On est une centaine, on est 120 à peu près avec nos 4x4 personnels. On crève nos pneus, on bousille nos pompes, on bousille nos remorques, on bousille nos 4x4. Mais un remerciement, j'ai vu personne encore. Je sais pas, j'ai vu personne. Même pire, on était des parias. Des parias. Mais c'est une question qu'on se pose aussi, Claude, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. L'État est susceptible et capable de faire des recensements très performants. On est incapable aujourd'hui de savoir combien de héros ont pu participer à la lutte contre ces flammes. Je ne parle pas des pompiers. Je parle par exemple des agriculteurs, des chefs d'entreprise comme vous, des jeunes étudiants, des habitants de la région. On ne sait pas combien de personnes ont pu... Comment ? Des forestiers. Des forestiers, bien sûr, Christian, des forestiers. Personne non, mais nous, on a de tout autour de nous. De tout. J'ai des autres agriculteurs, j'ai mon personnel, puisque je les ai mis au chômage technique et chômage partiel pour certains, jusqu'à fin septembre, parce que je sais que ça va être très compliqué pour nous dans le temps. J'ai mis tous mes camions à disposition, j'ai mis mes 4x4 à disposition, mais j'ai pas quelqu'un à part les pompiers. Voilà, c'est tout. Et les gendarmes qui me disent merci. Encore, voilà. Mais voilà, mais il y a un ras-le-bol quand même, on entend, parce que voilà, on parle entre nous, mais il y a un ras-le-bol où on n'en peut plus, quoi. Mais je ne vais pas parler politique. On comprend bien évidemment votre colère, Claude, et souvent on l'a souligné à Alexandre Devecchio. Cet État qui invisibilise. C'est bien beau dans une conférence de dire merci aux agriculteurs, merci à ceux qui viennent en aide aux pompiers, mais allez les voir. Mettez-les en avant, mettez-les en valeur.
décorer ces personnes. Je préfère 100 fois que ça soit Claude qui soit décoré plutôt qu'un journaliste un 14 juillet pour la Légion d'honneur. C'est une nouvelle illustration de la fracture entre les élites, entre guillemets, et le peuple. Ça me fait penser à cette phrase malheureuse d'Emmanuel Macron, mais je pense qui révélait une partie de sa pensée profonde. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Et là, dans cette crise, on voit que ceux que l'État, l'administration considéraient comme des invisibles ou des inutiles sont les gens réellement utiles. Et ça montre paradoxalement l'inutilité de certains responsables, d'une certaine administration qui avait la responsabilité de gérer cette crise. Et donc, ils sont très mal à l'aise face à ça parce qu'ils se sentent dépossédés. On voit bien qu'ils ont été inefficaces et donc ils voudraient invisibiliser les forces vives du pays, alors que je crois qu'au contraire, il faut les mettre en avant. Mais c'est cette France enracinée. Vous avez raison. Mais on peut même faire un pont entre ces Français-là et puis le mouvement qui a été lancé par Alexandre Jardin, le mouvement des gueux. Et puis vous pouvez même encore aller un peu plus loin. Les Français qui étaient sur les ronds-points pendant les Gilets jaunes. C'est des Français qui, pour la plupart, travaillaient, qui n'en pouvaient plus de travailler et de ne pas gagner suffisamment, qui étaient frappés par ces taxes successives et au bout d'un moment qui disaient ras-le-bol. Et c'était la même chose pendant le Covid. Toute initiative individuelle était mal vue de l'administration. Ceux qui faisaient leurs masques eux-mêmes, les maires, je pense à David Lisnard qui avait essayé de prendre des initiatives au moment de la campagne de vaccination. Donc tout devait revenir entre les mains de l'administration. Pourquoi pas si l'administration est formidable, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. La technostructure ne va pas bien, n'est plus efficace et surtout est coupée des réalités. C'est intéressant que vous parliez de David Lisnard puisqu'il sera toute la journée justement en tant que président de l'Association des maires de France sur le terrain et il va se rendre au plus près des agriculteurs, au plus près des riverains bien sûr, des bénévoles. Mais vous avez dit quelque chose de très important, c'est l'échec, la faillite totale de la technostructure, de l'écologie de salon, de ce régalien en faillite depuis des années. Mais aujourd'hui, est-ce que par exemple, et je ne veux pas vous mettre en difficulté Maxime Leguet, mais vous êtes journaliste au service politique de CNews, est-ce qu'au plus haut sommet de l'État, à Matignon ou à l'Élysée, on planche pour recenser toutes les personnes qui ont pu participer à cette lutte contre les flammes et on envisage par exemple de les décorer? À ce stade, pas à ma connaissance. Néanmoins, Matignon et le gouvernement devra réagir parce qu'il y a une proposition qui a été formulée hier par Éric Ciotti, notamment de rendre hommage aux sapeurs-pompiers dans les écoles. Et donc, cette thématique arrivera sur la scène politique et il faudra bien que le gouvernement rende des comptes. Parce que, et c'est un classique, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque l'État a failli de manière aussi évidente, en mondovision, devant tout le monde, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a failli ? Eh bien, on utilise, et c'est ce que fait souvent Emmanuel Macron, des artifices statistiques pour dire « Attendez, regardez ce qu'on a fait depuis 10 ans, on a augmenté le budget de la sécurité civile de 450 millions à 800 millions, etc. etc. » C'est vrai, factuellement, mais ces chiffres sont du moins des mensonges par omission, parce qu'on ne prend pas en compte le fait que sur la même période, il y a eu une inflation cumulée de près de 25%, que la masse salariale des pompiers a augmenté, que les coûts d'entretien des équipements est encore plus élevé, et que donc, quand vous ramenez ces chiffres de l'un à l'autre, eh bien souvent, c'est pour maintenir le même niveau que 10 ans auparavant, ou dans certains cas, ce n'est même pas le cas, c'est ce que vous nous disiez avec les camions-citernes, puisqu'on en a perdu 1200. Donc, le politique devra se saisir du sujet. En tout cas, il y a une pression qui est mise. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance de Matignon de vouloir recenser les héros et les kidam qui sont venus, les bénévoles qui sont participés à ces opérations. Alors, vous avez parlé justement de la proposition d'Éric Ciotti. Cette proposition, elle a été médiatisée depuis hier. Il n'y a pas une réaction du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je ne sais pas si le ministère a piscine avec Madame Transat, mais ce serait bien potentiellement de répondre à l'appel d'Éric Ciotti, maire de Nice, qui dit quoi ? Il dit c'est un tournant pour les Français parce que c'est la nation française qui s'est réveillée pendant ces incendies. Il faut rendre hommage à nos pompiers et à toutes les personnes qui sont venues en aide aux pompiers. C'est un sujet qui, on pourrait dire anecdotique, c'est symbolique, mais c'est tellement important puisque les jeunes d'aujourd'hui seront potentiellement les pompiers de demain. Et vous-même, Jean-Michel Piédalu, pompier retraité, vous dites on va devoir se réarmer en termes de moyens
matériels, mais aussi en termes de moyens humains. Et la séquence qu'on vit aujourd'hui va de fait créer des vocations, c'est une évidence. Voyez le sujet, il est signé Valentin Rouillon. Un hommage national dans toutes les écoles pour remercier le travail des pompiers. Voilà la proposition d'Éric Ciotti faite au ministre de l'Éducation nationale. Grandement mobilisés cet été, nos héros, soldats du feu, doivent être reconnus officiellement. Ces hommes et ces femmes incarnent ce que la nation compte de plus noble. Leur courage force l'admiration, leur abnégation impose le respect. Il me semble que l'école de la République ne saurait demeurer étrangère à cet héroïsme. Pour le patron de l'Union des droites, l'objectif n'est pas seulement d'observer une minute de silence en mémoire des pompiers décédés, mais de consacrer quelques heures dans toutes les écoles. Ce moment pourrait prendre la forme d'une présentation aux élèves de photographie, de vidéos et de témoignages de sapeurs-pompiers engagés sur ces incendies, validés par vos services, suivi d'un temps d'échange avec les enfants sur le sens de cet engagement. Pour Kevin Bossuet, enseignant, cette demande est une mesure de bon sens, avec des possibilités de mise en place très rapides. Vous avez notamment au collège et au lycée ce qu'on appelle des heures d'éducation morale et civique. Dans ce cadre-là, évidemment, on peut aborder la question du rôle des sapeurs-pompiers. Éric Ciotti espère que cette initiative donnera envie aux plus jeunes de s'engager à leur tour. Contacté, le ministère de l'Éducation nationale n'a pour l'instant pas donné suite à cette demande. Ils attendent quoi au ministère de l'Éducation nationale ? Monsieur Geffrel, ministre de l'Éducation nationale, il attend quoi ? Je vais vous dire... Déjà, est-ce que vous êtes raccord avec la proposition d'Éric Ciotti ? Bien sûr, parce que c'est vraiment les hommes qui seront sur le terrain demain. Et moi, quand je vois tous ces jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, qui s'engagent, mais qui s'engagent d'une manière non organisée, en fait. Et ça veut dire que c'est des vrais bénévoles qui peuvent devenir volontaires, voire professionnels demain. Alors, moi, je vais vous dire, je rêve d'être conseiller du ministre. Et de mettre en place, à partir de septembre ou octobre, un nouveau service de la citoyenneté qui deviendrait des sapeurs-pompiers et au service de la population pendant un an et demi. Parce que d'abord, ce serait une vraie éducation. Une vraie éducation. Et c'est le moment ou jamais d'attaquer le problème. Mais qui va faire cette proposition ? On va se heurter à des normes, on va se heurter à... Et puis dans 10 ans, on en sera toujours au même point. Exactement. Mais aujourd'hui, il faut taper du poing sur la table en disant stop, stop. Trop de morts, trop de difficultés, on faillit à toutes nos responsabilités, parce que je suis désolé, quand on voit ce qu'on voit, on faillit à nos responsabilités. Je ne veux pas noircir le tableau. Mais vous savez, quand on sait qu'au quotidien, dans les centres de secours, on est déjà en mode dégradé, ça veut dire que là où les camions partaient à 4 hier, ils partent parfois à 2 aujourd'hui, alors pas dans les villes, puisque en général ce sont les professionnels, donc on arrive effectivement à étoffer, mais en milieu rural, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut envoyer 3 camions pour garnir un camion, avec tous les risques qui sont pris. Et ça, tout le monde le cache. Mais c'est la réalité du quotidien. Ça veut dire qu'il faut effectivement se réorganiser. On sait très bien que dans les associations aujourd'hui, les bénévoles sont de plus en plus rares. Donc c'est un phénomène sociétal, mais il faut pouvoir combler et faire des propositions. Mais quand je vous dis que c'est tout un système qui est en train de vaciller, Jean-Michel Piédalu, c'est le camp du bien qui dresse des procès en immoralité en permanence et qui aujourd'hui est incapable d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire d'avoir été au plus près de ceux qui nous sauvent. C'est vrai que quand vous dressez ce constat-là, si vous avez besoin d'un brevet en moralité, dans votre CV, ça fait un peu tâche. Mais pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous donner un exemple, là aussi c'est symptomatique. Hier, je recevais un message, je suis toujours attentif aux messages sur les réseaux sociaux, un message pas très agréable d'un ancien ministre, l'ancien ministre François Loncle, qui sur Twitter dit quoi ? La politisation de CNews sur les incendies consiste à mettre de l'huile sur le feu, c'est tout simplement scandaleux. Il tweet ça comme ça, d'accord ? La seule chose qu'on fait, c'est de donner la parole justement aux sapeurs-pompiers, justement aux pilotes de Canadair, à ceux qui sont sur le terrain, aux forestiers bien sûr, qui sont unanimes pour dire on a fait n'importe quoi ces dernières années, on n'a pas suffisamment investi et on a mal investi. Et on est plombé par cet état obèse qui enchaîne les normes. C'est vos témoignages. Attendez, je termine juste ça. Je réponds à ce ministre, monsieur François Loncle, donc je l'interpelle une nouvelle fois en direct. Je dis, je ne sais pas si c'est un faux compte. Si tel n'était pas le cas, venez donc débattre sur notre plateau, monsieur le ministre. Pas une réponse. Ah non. Donc on reste sur le terrain de morale. Oui. Évidemment, les plus hauts responsables aujourd'hui préfèrent aller sur des chaînes où on va leur poser des questions très simples. Alors, quel est le bilan et qu'est-ce que vous avez fait ? Et donc là, ils vont pouvoir dérouler.
mais ils seront jamais face à vous. Ceci dit, Monsieur Piédalu, ou ils seront jamais face à Christian Pinaudot. il risque pas de mettre de l'huile sur le feu puisqu'on ne l'a jamais entendu sur le sujet. Monsieur l'oncle. Oui. Pourtant, il était secrétaire. Il a été ministre, par exemple, sous François Mitterrand. Mais peut-être que c'est un faux. Je suis tellement prudent. Oui. Je préfère dire peut-être que c'est un faux compte. Mais si hier il est capable à 22h55 de tweeter, qu'il puisse répondre à ces messages, qu'il vienne en face de vous, expliquer que ce que vous venez de faire, Monsieur Piédalu, vous, pompier retraité, 36 ans en exercice, qui vous le disent les yeux dans les yeux, vous jetez de l'huile sur le feu. Qui vous le disent les yeux dans les yeux. J'attends avec plaisir. Moi aussi, mais ça sera un échange courtois, respectueux. Mais qu'ils vous le disent en face, c'est toujours les mêmes. C'est l'écologie de salon, c'est la politique de salon, et face à des gens qui sont sur les terrains et qui sont en souffrance, Monsieur Pinaudot. J'ai peut-être rien compris, mais on n'a pas parlé de politique ici. Mais non, mais évidemment. Et d'ailleurs, vous ne connaissez pas mon orientation. Mais je m'en fiche de votre orientation, Monsieur Piédalu. Mais je sais. Mais c'est désespérant. En fait, je vais vous dire, c'est désespérant. Oui. C'est pour ça qu'on a un monde pourri d'ailleurs. Mais je me fiche de savoir pour qui vous votez, quelles sont vos orientations politiques. Sauver notre terre, c'est transpartisan. Absolument. Mais là aussi, c'est très intéressant. Parce que sur les questions régaliennes, tous les sondages qu'on a pu proposer sur les questions de sécurité, sur les questions de frontières, sur les questions migratoires, questions régaliennes, ces questions de sécurité intérieure et extérieure, vous avez un consensus dans la population transpartisane, à gauche comme à droite, et on veut plus de sécurité, plus de justice, plus de sécurité intérieure et extérieure. Bon, c'est transpartisan. Et ça hurle sur les plateaux télé, et ça hurle à l'Assemblée nationale. Les personnes qui sont élues ne respectent même pas les volontés des personnes qui les ont fait élire. Mais comment voulez-vous que les Français aient encore confiance en nos politiques? Mais le problème, il faut vous le dire, Jean-Michel Piédalu, le problème c'est CNews, c'est Europe 1, c'est les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il va falloir mieux contrôler tout ça. Excusez-moi, Monsieur Pinaudot. Peut-être que j'ai mis de l'huile sur le feu, là. En tous les cas, on est confronté, je botte en touche, la confrontation aujourd'hui, c'est le résultat de 40 ans à peu près, puisque avec Jean-Michel, on a à peu près les mêmes durées d'expérience professionnelle, 40 ans d'opposition à un mur, et souvent d'ailleurs les ministres ne s'en rendent même pas compte, puisque c'est l'administration centrale qui empêche toute décision finalement, et le dernier exemple que j'ai, il est très récent, c'est un arrêté interministériel sur les obligations légales de débroussaillement. Il est interministériel, donc vous avez une version du ministre de l'Agriculture, et puis après vous avez la version du ministère de la Transition écologique. Ces deux versions, pour ceux qui savent lire, sont totalement contradictoires. Mais tout le monde s'en fout, parce que chacun a fait son boulot, et puis il est plus responsable de rien maintenant. Donc le papier part comme ça, et puis qu'il soit appliqué ou pas appliqué, c'est pas le sujet. Eux, ils ont fait leur boulot. Le terrain. Et ça, c'est l'irresponsabilité. On le subit depuis des décennies. Non, mais pourquoi il y a cette irresponsabilité? C'est important de le dire. Là, on traite le régalien. C'est la responsabilité première de l'État. Ça peut avoir des conséquences. L'État a déjà été condamné, par exemple, pour inaction climatique. Ouais. L'État a été condamné dans le drame de l'Erika, par exemple. Ouais. Donc, vous pouvez avoir des responsabilités ensuite quand vous n'avez pas, par négligence, par erreur ou par faute, vous pouvez avoir des responsabilités. C'est pour ça que dans ces drames-là, vous avez tout de suite le discours officiel qui s'impose en disant « mais on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça ». Et puis, il y a une campagne présidentielle dans un an. Il ne faut surtout pas montrer qu'il y a eu des failles sur ces questions de lutte contre les feux de forêt, puisque comme il y a des failles au niveau de la santé, comme il y a des failles au niveau de la justice, comme il y a des failles au niveau de la sécurité, comme il y a des failles au niveau de l'éducation nationale, comme il y a des failles maintenant lorsqu'on vient en aide à notre protection civile, notre sécurité civile, ça commence à faire un peu beaucoup. Le tableau, il n'est pas forcément positif. Marie-Victoire Dieudonné est en direct avec nous. Chère Marie-Victoire, on va tout de suite vous retrouver parce que vous êtes avec le maire de la commune du Port. Je disais que c'est cette commune, ce village qui a été meurtri par ces incendies, le plus durement dans cet épisode d'incendie, chère Marie-Victoire.
Oui, exactement, Elliot. Et ici, au PC, justement, du Porge, eh bien, une minute de silence avait lieu, évidemment, à 9h30 pour les 2 pompiers blessés. Vous vous en doutez, cette minute de silence, particulièrement au Porge, elle a une résonance toute particulière. Et je me tourne vers vous, monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous avez vécu cette minute de silence? Pourquoi est-ce que c'était important, nécessaire, j'imagine, pour vous d'être là ce matin? Elle était réellement importante puisque deux jeunes pompiers sont décédés la semaine dernière et le feu a démarré à côté de notre commune et les forces de pompiers ont exercé depuis, on est aujourd'hui au 10e jour, ça fait 10 jours qu'ils sont sur le terrain, ça fait 10 jours qu'ils sont sur le front, qu'ils se battent dans la forêt face à un incendie qui est gigantesque et catastrophique. Et justement, sur cette situation, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots? On parle d'un certain optimisme ce matin, compte tenu des conditions météorologiques. Sur le Porge et sur son secteur, quels sont les retours que vous avez des équipes avec lesquelles vous êtes en contact? Là, on a fait un point ce matin sur l'évolution de l'incendie cette nuit. Il est contenu sur la partie ouest, il continue toujours d'avancer sur certains secteurs. Là, on a une cellule de crise là, dans 2-3 minutes où on va refaire un point un petit peu sur tout. Les pare-feux sont en place, on continue à les mettre en place avec l'armée et un certain nombre d'entreprises privées et des partenaires. Pour l'instant, on est sur une situation qui est beaucoup plus calme et au bout de 10 jours, on commence à légèrement souffler. Je vais vous laisser donc rejoindre cette cellule de crise. Merci d'avoir patienté pour nous. Et en effet, ici, les 3500 habitants du Porge sont devenus vraiment le visage de cette désolation, le visage de ce sinistre. Ce qui est certain, c'est que la réintégration, le retour des habitants n'est absolument pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Marie-Victoire Dieudonné. Si vous pouvez d'ailleurs tendre le micro au maire du Porge, parce qu'il y a aussi ce sentiment d'abandon dans cette commune, qu'on ait un peu plus de précision là-dessus. N'hésitez pas de le faire après, chère Marie-Victoire. Et remercier Axel Rebaud qui est avec vous. Vous faites déjà un travail absolument admirable. Ne vous inquiétez pas sur le terrain. Et vraiment, je veux saluer le travail de toutes les équipes de CNews sur le terrain depuis plus d'une semaine. Claude, je vous présente mes excuses, Claude, parce que je vous ai fait attendre. Mais je voulais vraiment vous remercier pour votre témoignage et surtout pour ce que vous faites, parce que vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez peut-être autre chose en tête ces derniers jours, plutôt que de mettre votre activité à l'arrêt pour venir sauver cette terre. Et vraiment, ce travail-là, il est héroïque. J'espère, mais vraiment du fond du cœur, que vous serez reconnu par l'État, reconnu par les autorités, que vous serez décoré. Mais peut-être que c'est un vœu pieux. Non, mais c'est pas grave. J'ai juste un petit mot à dire quand je vois, parce que je suis chasseur aussi, et quand je vois certaines pétitions qui tournent sur vos chaînes concurrentes. D'ailleurs, je tiens à préciser que si j'avais été interviewé par une chaîne, je ne l'aurais pas fait. Merci, c'est compris. Claude, vous venez nous voir quand vous voulez, et dans les difficultés qu'il y a pour les prochaines semaines sur votre entreprise, si c'est compliqué d'avoir une aide, que sais-je, que vous demandiez quelque chose et que vous souhaitez prendre la parole, Claude, vous nous appelez quand vous voulez. D'accord ? Je vous remercie et bon courage, et saluer tous les jeunes qui se mobilisent notamment avec vous depuis plus d'une semaine. Je vous embrasse fort. On va embrasser Ombline Roche, puisque dans un instant, c'est le club de l'été. Bonjour Ombline.